je sais pas, ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé, mais et je me suis dit, ok, j'étais en sommeil pendant 10 ans, et maintenant je vais tout arracher. Et vraiment, je suis devenu boulimique de projets, de travail, et je peux pas t'expliquer comment. J'ai une capacité à mener plein de projets, et quand je regarde aujourd'hui de mes 27 ans en 20 ans, pardon, ce que j'ai pu faire, j'ai fait 8 ans de presse, j'ai publié une quinzaine de romans, du scénar, des dictées, d'un nombre d'ateliers. Bah, j'ai rattrapé quelque part, on ne rattrape jamais le temps, mais j'ai rattrapé ce temps, et surtout, j'ai vécu pour deux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Un pavé dans la mare. Aujourd'hui, on s'intéresse à un homme qui a fait de la langue française son terrain de jeu. Il est écrivain, scénariste, mais il est surtout créateur des dictées géantes. C'est Monsieur Dictée. Il s'appelle Rachid Santaki. Il a réussi à rassembler des milliers de personnes autour de ses dictées tout en transformant cet exercice redoutable en un événement populaire. Je m'appelle Rachid Santaki, je suis romancier, scénariste, une petite expérience, mais de projets qui sont concrétisés. Et surtout aujourd'hui, je m'épanouis avec l'organisation, le déploiement de dictées géantes, où les gens viennent, comme tu l'as précisé, faire un exercice qu'on aime ou qu'on appréhende ou qu'on redoute, qui est la dictée. Alors Rachid, avant de parler de tes dictées, on va rembobiner ton histoire pour comprendre ce qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui. Oui. Donc Rachid, toi tu es né à Saint-Ouen en 1973. Exactement. D'un père marocain, d'une mère française. Exactement. Et dès les premières années, tu vas vivre à Marrakech. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, mon père, après moi j'ai pas eu les détails, ces questions, mais enfin les réponses à ces questions. Mais mon frère Hicham et moi, qui lui est de 74, on est envoyé au Maroc et on est élevé par notre grand-mère. Donc je ne sais pas si c'est un schéma. Très souvent, j'ai l'impression que les parents envoyaient chez les grands-parents les enfants. J'ai l'impression. Soit les grands-parents ont été à proximité. Il s'avère que bah ma grand-mère, elle était à Marrakech, ce qui faisait un peu loin par rapport à Saint-Ouen. Et j'ai aussi je sais pas si c'était pour mettre de l'argent de côté, pour bosser. Donc effectivement, j'ai été élevé par ma grand-mère quelques années, mon frère aussi. Tes parents, ils étaient bah mes parents étaient à Saint-Ouen. Ah d'accord. Ah oui, non, on a été complètement séparés. Exactement, on a été séparés. Ah oui, j'imaginais moi. Non, voilà, mais c'est vrai que c'est drôle que tu précises ça parce que quand je dis mais c'est vrai que dans et j'ai ce problème-là de ne pas, c'est dans ma tête et je ne le partage pas, mais je me dis, mais mince, depuis toutes ces années que j'explique aux gens que j'ai grandi à Marrakech, les gens imaginent que j'ai grandi avec mes parents, mais c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Et ben voilà, mais c'est vrai que c'est moi qui suis pas clair. Donc j'ai été élevé par ma grand-mère à Marrakech pendant que mes parents étaient en France et travaillaient tout simplement. Tous les enfants? Non, en fait, mon frère, moi et le troisième, lui, pas du tout. D'accord. Il est le plus jeune, en fait, à 73, 74, 76. D'accord. Et c'est le seul, il est resté avec les parents. Avec nos parents, et c'était un peu le chouchou de ma mère, donc je pense qu'elle a eu du mal à s'en séparer. D'accord. C'est mon hypothèse. Et donc, tu reviens en France à quel âge? Je reviens aux alentours de 5 ans. Et là, ça se passe mal parce que, alors j'ai pas de souvenir, j'ai un souvenir précis. Je me souviens, mais j'ai l'impression que c'est peut-être aussi un réflexe peut-être que d'autres enfants aient ce réflexe. Je me tiens aux rampes et j'hurle pour ne pas rentrer à la maternelle. Et je revois ma mère et une de ses copines qui s'appelait Annick, qui, mais vraiment se battent pour me faire rentrer dans cette école. Donc j'ai juste ce souvenir où je m'accroche aux rampes, je veux pas rentrer dans l'école, mais d'une violence, je crie, mais de toutes mes forces. Donc est-ce que c'était lié au fait d'avoir été isolé, avoir grandi dans un environnement privilégié, isolé, je ne sais pas, mais c'est le seul souvenir. Je reviens rapidement sur le fait que tu vivais à Marrakech. Oui. Tes parents allaient vous rendre visite? Oui, l'été. L'été. Je pense, parce que pareil, tu vois, des souvenirs, quand t'es aussi en bas âge comme ça, j'ai pas les souvenirs. Alors c'est quand même beaucoup de changements. Complètement. Pour un enfant. Oui, complètement. Moi, c'était un mal-être. Bah oui. Je l'ai compris plus tard, adulte, mais je n'ai jamais aimé Saint-Ouen. Et en grandissant, mais pas adolescent, je te parle arrivé à la trentaine, je me suis dit, ouais, ok, d'accord. Je n'aimais pas Saint-Ouen parce qu'en fait, c'est l'arrachement avec Marrakech et d'arriver à Saint-Ouen où c'était froid.
je pense que j'ai jamais digéré le truc. L'arrachement avec Marrakech. Marrakech, ma grand-mère, ta grand-mère. un environnement complètement différent. Oui. C'est deux mondes, hein, c'est de l'urbain. Voir ses parents. Voilà, exactement. Donc après, je pense que j'avais une attache pour ma grand-mère, mon frère beaucoup plus que moi, et ça explique après pas mal de choses. Est-ce que c'est ça qui explique le fait que tu aies eu un parcours scolaire particulier? Non, tu sais, je ne sais pas si c'est. J'ai appris il y a quelques temps. Ça fait 2-3 fois que c'est revenu. Comment te dire? J'ai appris que j'avais une hypersensibilité, et je pense que cet élément-là a perturbé une partie de ma jeunesse. Et le fait de ma scolarité, mes difficultés scolaires, qui n'étaient pas forcément des difficultés intellectuelles, qui étaient des difficultés où les maths j'ai jamais compris. J'ai le sentiment que c'est, je me pose la question, est-ce que c'est le changement, mais à un moment, si, il y a eu quand même eu des changements, je sais pas. Je pourrais pas te répondre à cette question, tu vois. Moi, je m'en mêle les pinceaux. Je me demande, est-ce que c'était pas ma personnalité, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez isolé, en retrait, en inventant des mondes, par le dessin, par l'écriture, mais vraiment très jeune. Est-ce que c'est aussi mes parents se sont séparés, enfin, tu vois, il y avait des problèmes au sein de leur couple. Et nous, on en a clairement, ça nous a impacté. Donc, je ne sais pas quel est l'élément qui m'a amené à avoir une scolarité où la primaire ça a été, le collège c'était compliqué, et après le collège c'est fini. T'as abandonné? Non, j'ai pas abandonné. C'est que donc la primaire ça va. Comme j'arrive tard du Maroc, j'apprends la langue, je pense que ça fait un décalage, je redouble le CP. Après, du CP au CM2, ça se passe très bien. CM2, là, avant l'entrée en 6e, c'était, ça allait. Et l'entrée en 6e, malheureusement, j'ai eu un placement d'AS de quelques mois. Et ce placement d'AS, il a été, compliqué à gérer. Ouais. Parce que tes camarades de classe, tu leur dis, tu as honte de dire où tu étais, ça peut t'amener à exposer ton contexte familial. Et après ça, c'est fini. Un placement d'AS lié à mon contexte familial, voilà, exactement. De tes parents. Ouais, c'était toute la fratrie a été. Non, en plus, tu vois, c'est hyper compliqué parce que encore une fois, on a été séparés. Cette fois-ci, c'était avec le plus jeune et moi, place à la DAS. Mon autre frère, il a été laissé avec mon père. Finalement, mon père, il a réussi à nous récupérer. Ma mère, elle est revenue. Bon, après, ils ont divorcé par la suite, mais je me retrouve après à passer en 5e. Par rapport à ça, on me fait passer en 5e. Et puis, finalement, je redouble à 5e. Je suis orienté en 4e techno. De la 4e techno, je retourne en seconde générale. De la seconde générale, tu fais un BEP, non, aussi? Ouais, BEP, seconde générale, mais la seconde générale, encore une fois un changement, puisque mes parents ont divorcé. J'ai réussi à convaincre mon frère de venir, d'être avec ma mère. Et puis finalement, on retourne avec notre père. Et là, tu vois, donc il y a eu beaucoup dans mon parcours familial de changements. Ouais, c'est des séparations, voilà, séparations, retrouvailles. Exactement. Donc c'est cet élément qui a perturbé clairement ma scolarité. Et je pense que j'ai tendance à banaliser, mais c'est un élément très compliqué à gérer, en tout cas à cet âge-là. J'ai vu que tu te décrivais comme un symbole de l'échec. Oui, parce que quand j'interviens près de scolaires, quand je leur dis que j'ai redoublé le CP, que j'ai redoublé la 5e, que j'étais en 4e techno, que j'ai fait une seconde, je suis retourné en BP, j'ai arrêté avec un bac pro que je n'ai pas eu. Ah, les jeunes disent, mais monsieur, vous écrivez des livres, vous faites des scénarios. Ça interpelle. Après, la scolarité ne veut rien dire dans l'absolu, mais j'insiste toujours sur les bagages scolaires. Et pour le coup, pendant longtemps, je disais, ouais, je suis le cancre incarné, tout ce que tu veux, mais c'était plus l'autodérision. D'accord. Alors justement, tu discutais avec les enfants, avec les jeunes, pour dire que l'échec, c'est pas une fin en soi. Oui. Toi, comment t'es passé de l'échec à la réussite, ta réussite? Après, comme tu dis, déjà, pour revenir sur, pour pas utiliser un terme galvaudé, je pense que la réussite, elle reste subjective. Oui, c'est pour ça que je parle de ta réussite. Exactement. Et moi, je n'estime pas, je vais même utiliser un terme, je me sens plutôt épanoui ou apaisé que dans le terme de réussite. Tu vois, parce que être apaisé, c'est un mot précis, t'es en phase, t'es aligné. Après, t'en as toujours
on a toujours des choses qui sont en nous, qui nous hantent, que parler de réussite. Parce que après, quand tu prends l'envers du décor de toutes les activités, de tous les univers, qui peuvent parfois être attrayants, séduisants, l'envers il est toujours reste compliqué. Donc voilà. Maintenant sur la situation actuelle dans laquelle j'évolue, je me sens apaisé, je me sens épanoui, je me sens mais ça a été un parcours avec beaucoup de chutes au tapis, de coups pris, de travail, de rage. Donc je dirais que j'ai toujours eu une vision. Elle a parfois été floue de par les événements de la vie ou de par les choses qui ont interféré. Mais j'ai toujours eu une rage en moi. Et cette rage, ça a été mon carburant, mon moteur. Alors, sans parler vraiment de ta réussite, on va en parler dans le détail. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que, par rapport à ton échec scolaire, qui t'a dit, bon, ok, un déclic, une rencontre, un événement, qui t'a dit, je suis capable d'arriver à quelque chose, à écrire. Déjà, l'écriture, j'ai toujours grandi avec, pour plusieurs raisons. J'ai grandi avec une famille qui s'appelle les Mrapt. Les Mrapt, c'était nos voisins qu'on était à Babdoukal à Marrakech. Et les Mrapt, en fait, ils ont un cousin qui est un écrivain analphabète. Si tu regardes Mohamed Mrapt, c'est incroyable. C'est un homme qui entendait des voix, etc., et qui écrivait. Moi, j'ai grandi avec ses cousins, Le Petit Prince, du Jimi Hendrix, des choses comme ça. Donc, ça t'amène déjà à avoir une culture un peu décalée par rapport à mon environnement urbain initial. Ensuite, un événement majeur dans ma vie. On a tous nos événements, mais c'est la mort de mon frère. Je vais avoir 18 ans, j'ai un frère qui meurt d'une pneumonie. Et lui, il en a 17. Mon frère qui était de 74, dont j'étais proche, on avait une relation fusionnelle. Et quand il meurt, pendant 10 ans, et vraiment pendant 10 ans, je suis un zombie. Pendant 10 ans, j'ai des pensées suicidaires, De quel âge à quel âge de 18 ans à 27 ans. D'accord. Et vraiment, comme je ne montre jamais mes émotions, de l'extérieur, tu dis, bon, bah, ça va, mais à l'intérieur, j'étais démoli ou même détruit. Et un jour, quand je t'écoutais justement, le déclic, un jour, une personne, elle fait un morceau sur la mort de mon frère. Boum, ça, je sais pas, ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé, mais et je me suis dit, ok, j'étais en sommeil pendant 10 ans, et maintenant je vais tout arracher. Et vraiment, je suis devenu boulimique de projets, de travail, et je peux pas t'expliquer comment. J'ai une capacité à mener plein de projets, et quand je regarde aujourd'hui de mes 27 ans en 20 ans, pardon, ce que j'ai pu faire. J'ai fait 8 ans de presse, j'ai publié une quinzaine de romans, du scénar, des dictées, d'un nombre d'ateliers. Bah, j'ai rattrapé, quelque part, on ne rattrape jamais le temps, mais j'ai rattrapé ce temps. Et surtout, j'ai vécu pour deux. En fait, j'ai vécu avec pour toi et ton frère. Exactement. Comme si son énergie, je l'avais, et comme si on était deux. Donc, les gens qui me connaissent te diront, bah, le mec, il dort jamais, etc. Et c'est vrai que ce déclic, 10 ans après sa mort, boum, je me réveille, et je bouffe le monde, et voilà, et j'essaie de rattraper. Après, je pense que tu rattrapes jamais les années, en fait. Le temps le temps file, le temps passe, le temps s'échappe, ce que tu veux, ou le temps passe pour être et quand tu es dans une frénésie comme ça, c'est peut-être différent. Donc voilà le déclic qui m'a amené, tu vois, à être ambitieux et à me challenger, à me dépasser. Mais pas forcément en ayant, encore une fois, une vision. Je sentais quelque chose, je me disais, je me pensais capable de faire des choses, mais ça s'est fait, ça a été un déclic, et à partir de là, j'ai couru sans jamais cesser de m'arrêter. Mais avant d'en arriver à écrire tous ces romans, les scénarios, quel est le cheminement pour écrire ton premier livre? La mort de mon frère, toujours. Quand mon frère est mort, exactement, quand mon frère est mort, le premier réflexe que j'ai eu, tu vois, on était, je pense aussi à mon frère, à mon autre frère, on était dans un contexte compliqué.
quand tes parents sont déchirés, l'accompagnement aussi parental, on va pas dire t'as perdu ton frère à 18 ans, t'es ravagé, tu vas aller voir un psy ou des choses comme ça. Bah j'avais conscience que mon exutoire c'était d'écrire. Et donc je me souviens très bien, l'été après la mort de mon frère qui est décédé un 12 décembre 91, juillet 92, je prends un stylo et je vide en fait ce qu'il y a dans ma tête. J'écris. Et c'est ce qui me permet déjà d'évacuer, même si à ce moment-là je suis en souffrance. Et derrière, plus tard, là on parle de 92, en 2005, il m'arrive plein de choses. Je monte un magazine gratuit, j'ai des reconnaissances, je gagne un prix avec la Chambre de commerce de Paris, et je me dis purée, j'ai pas envie d'oublier tout ce qui s'est passé. Et le moyen de le garder, c'est de l'écrire. Et là, je me dis tiens, je vais écrire un livre et je vais raconter notre histoire familiale. Et c'est ce qui m'amène à écrire. Donc j'écris au départ un texte avec juste des souvenirs, pas structurés, pas accompagnés. Et en structurant ça, un jour, une personne avec qui je travaillais lit ce texte. Et cette personne, moi, je m'entendais pas avec. Elle a fouillé dans mes affaires, c'était au boulot. Et quand j'ai vu comment elle était touchée par ça, je me suis dit, purée, ça veut dire qu'il y a quelque chose à gratter. Et j'ai été au bout de ce livre qui s'appelait La petite cité dans la prairie. Et ce premier livre qui n'est pas abouti, qui a été publié parce qu'un éditeur s'appelait Le Bordelot, a joué le jeu et s'est dit tiens, c'est intéressant, cette petite saga familiale, ça m'amène à l'écriture. C'est ça la bascule, et tout s'est fait instinctivement dans l'urgence. Moi je revois des gens que je connais qui me disent, et je pense à une personne en particulier qui m'a dit une fois, mais à quel moment tu écrivais? T'as jamais écrit? Parce que j'avais un mode de vie comme tout jeune en périphérie, avec les mêmes codes, etc. Et c'est vrai qu'écrire, j'en avais parlé à personne. Et quand elle a vu mon parcours, elle s'est dit, mais je t'ai jamais vu écrire. Et en réalité, le point de départ, c'est de l'écriture. C'est ce besoin d'évacuer, mettre des mots sur un mal-être, mais qui était très difficile à comment dire, à exprimer. Ouais, pas forcément exprimer, mais ce mal-être, en fait, c'était finalement une trajectoire. C'est une trajectoire, c'est ta vie, en fait, ton évolution. Donc voilà ce qui m'a amené à l'écriture. Et après, encore une fois, tout à l'heure, je parlais d'Emrabet. Les Emrabet ont joué un rôle important. Eux ne le savent pas, mais l'accès à la culture par Le Petit Prince, par de la poésie, tous ces trucs-là qu'on faisait en été au Maroc, dans leur maison, où c'était de vrais artistes, ça aussi c'était un des éléments, une des graines. C'était enfoui en toi, mais ouais, exactement, c'est ressorti. Exactement. Ton parcours montre bien qu'un échec scolaire, c'est pas la fin du monde. Non, on peut y arriver, du tout. Bien sûr. On peut faire son petit bonhomme de chemin. Bien sûr. Et arriver à sa propre réussite. Et exactement, ou à s'accomplir, ou à trouver aussi la paix. Et je dirais aussi de cette époque-là, malheureusement, on était très nombreux à être dans des orientations subies. On nous envoyait en pro, parce qu'effectivement, quand tu rencontres une conseillère d'orientation, elle est pas en mesure, et je pense qu'elle n'a pas le temps. Mais quand je dis elle n'a pas le temps, je ne le dis pas avec cynisme. Je dis juste que lorsque tu es dans un processus d'accompagnement d'élèves, tu n'as pas le temps de déployer l'élève le meilleur de lui. Et l'autre point, mon constat aussi, je te partage aujourd'hui un regard, c'est que c'est super important pour un élève de pouvoir avoir, dans la mesure du possible, des parents qui l'accompagnent. L'accès à la culture, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu peux pas envoyer ton enfant à l'école et dire c'est l'école qui va le former. C'est toi, en fait, qui dois lui donner des clés. Et l'école, c'est juste un espace où il va valider. Donc aujourd'hui la vision, et ça je ne l'avais pas du tout. D'accord. Donc c'est un des éléments, t'étais confronté à ça, mais bien que mes parents étaient là pour aussi tout ce qui était nécessaire. Est important, effectivement. On va s'arrêter un petit moment sur un projet que tu as lancé en 2013, la dictée itinérante, la dictée des cités. Comment t'es venue cette idée? Alors comment ça s'est déroulé? Première étape, je suis invité à Clichy-sous-Bois, j'avais écrit Flikou Kaira. Et Flikou Kaira se passe en 2005, et j'avais dédié à Ziad et Bouna, donc qui sont les deux jeunes décédés dans le transformateur à Clichy-sous-Bois.
Et la ville de Clichy-sous-Bois m'invite à lire une dictée. Quand je vais lire la dictée, pour moi, c'est juste lire une dictée. Je vois la bibliothécaire qui me dit de bien faire les liaisons, etc. Je publie la photo sur les réseaux sociaux, il y avait une 50aine de personnes. Et là, t'as un acteur associatif qui m'envoie un message en me disant « Ouais, j'ai vu que t'avais fait ça. » Bon, il me suivait depuis un moment, il avait lu mes livres et tout. Et il me dit « J'aimerais bien faire un truc comme ça, tu penses que c'est jouable ?» Je dis « Bah, voyons-nous. » Et puis, on va mettre une chose en place. Par contre, ce qu'on va mettre en place, lui, il était d'Argenteuil, d'Argenteuil. Moi, je suis de Saint-Denis. Je lui dis « Si maintenant, je te donne un coup de main pour mettre une action comme ça, et je réfléchis, on réfléchit un nom, etc. » On l'a fait aussi à Saint-Denis. Et c'est comme ça que le projet est né. Donc, on a développé la dictée des cités. Et c'est pas une idée qui m'est venue, en fait. Finalement, c'est cette lecture à Clichy-sous-Bois, cet acteur associatif qui saisit une opportunité. On réfléchit à cette idée. Et cette idée, elle devait s'arrêter. Argenteuil-Saint-Denis, ça s'arrêtait là. Alors, Et encore. C'était, voilà. Donc, 2 événements. l'autre point sur lequel je vais revenir, aujourd'hui, c'est que je faisais des dictées à mon père. Mon père, l'histoire hyper importante, notre famille, c'est une famille à Marrakech de gens modestes. Et mon grand-père, avec Haj Hafed, qui est aussi à l'époque son associé, ce sont eux qui ont monté les calèches à Marrakech. Au départ, les calèches, faut savoir que c'est une personne qui tire un chariot. Comme on peut le voir quand on regarde au Maroc, on voit les vendeurs de javel, etc. Donc ce sont des hommes comme en Indochine, quand t'avais des gens, les tuk-tuk. Ensuite, vient le moment où il faut réfléchir à un moyen de transport où on peut mettre plusieurs personnes, et pas une seule. Et justement, c'est là l'entrée de la calèche. La calèche, c'est le taxi de l'époque. D'accord. Donc dans les années 20, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, mon grand-père et justement Haj Hafed mettent en place ce système avec d'autres familles. Et donc, ils lancent les calèches à Marrakech. Mon père, à 12 ans, se fait virer de l'école. Et le parcours est simple. Tu ne travailles pas à l'école. Mon grand-père, très dur, le met à l'écurie, ce qu'on appelle l'écurie roi. Et il ramasse le crottin de cheval, il nettoie les chevaux, il s'occupe de ça, il est garçon d'écurie. Et après avoir été garçon d'écurie, une fois qu'il atteint la majorité, il passe son permis de calèche. La frustration, la grande frustration de mon père, ça a été de ne pas pouvoir parler le français quand il avait des clients. Il attendait à la Mamounia, il avait des clients, mais pour le coup, comme il était limité au niveau de la langue française, il voyait ses amis d'autres familles, je pense à 2 jumeaux qui étaient aussi chauffeurs de calèche, qui eux parlaient bien le français. Et quand il faisait visiter la ville, il parle des remparts, etc. Et mon père, lui, il n'arrivait pas à parler des baragouinets. Donc, dès qu'il arrive en France, il a appris la langue française, il a pris des cours du soir, il était vraiment motivé. Et c'est quelque chose, moi je vois ses livres de grammaire à l'époque, etc. Il écrivait beaucoup. Celui qui lui a fait des dictées, quand j'étais en CE1, je ne sais pas si t'imagines, c'était moi. Le samedi après-midi, au lieu de regarder Hulk à la télé, je devais faire la dictée à mon père. Et voilà d'où c'est important de préciser, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que je parle de la dictée, mais j'ai une véritable histoire avec cette dictée. D'accord. Et qui est liée aussi à mon environnement. Et ce que je retiens aussi, c'est de se dire waouh, d'un milieu modeste, j'aurais pu être breton, ce que tu veux, hein. Tu vois comment la maîtrise de l'écriture et la lecture peut faire basculer en tout cas un milieu social. C'est pourtant un exercice qui fait peur, la dictée. Moi, j'avais peur de mon père. Alors, J'avais pas peur de la dictée. C'est toi qui donnais la dictée. Ouais, j'avais peur de mon père parce Et que. tu le corrigeais, ton père? Oui, je le corrigeais, mais tu sais, il était dur, donc tu faisais pas trop le malin à lui dire c'est un boxeur. C'était un boxeur, donc je faisais pas le malin. J'essayais si tu veux, j'étais s'il faisait une erreur, je dédramatisais, mais je dédramatisais pas pour le rassurer. J'ai dramatisé pour éviter de me faire gifler. Donc c'est assez marrant. Et aujourd'hui, quand je dédramatise l'exercice, ouais, c'est en parlant que ça me revient. Ce souvenir de dictée, évidemment, je l'ai extériorisé, donc je me rappelle. Mais tu vois, ce côté rassurer les gens, je me dis ouais, ok, c'est même pas, il me vient aujourd'hui avec un côté bienveillant. C'est que déjà à l'époque, j'essayais d'arrondir les angles avec mon père. D'accord. Alors, tu disais que tu devais faire seulement 2 événements, un à Saint-Denis. Argenteuil et Saint-Denis, effectivement. T'en as fait d'autres? Oui. En fait, au départ, donc, Argenteuil-Saint-Denis. Et devant l'engouement, alors, Argenteuil, comment ça se passe? Avec, je crois, 10 jours avant l'événement, je propose à l'acteur associatif, Abdellah, de venir à la plaine. On va réfléchir à cette dictée. Il arrive, j'ai une facilité à trouver des titres quand tu vois les titres de mes livres, Les Anges s'habillent en Kaira, Flic ou Kaira, je sais pas, j'ai des chiffres et des litres, c'est marqué urbain, etc. Donc je me suis dit la dictée au départ, quand je lui dis on va lui trouver un nom,
On va l'appeler la dictée des cités. On va assumer le fait qu'on est en périphérie, c'est notre identité, et on va faire des dictées, peu importe. On va montrer aux gens, notre propos, c'est quoi le sens de ce projet? C'est qu'on va montrer aux gens que même en périphérie, on s'intéresse à la dictée, à la langue française. Et il me suit. Et là, viennent les premières difficultés. On se dit, il faut qu'on rassemble 40 personnes. Donc, il va diffuser l'information, je fais un petit peu de terrain avec lui, on fait de la promo média. Et avant qu'on ait une grosse promo média, lors de cette première dictée, on se dit, bah, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme le loto. Le loto dans les quartiers, ça cartonne, puisque tu proposes aux gens de gagner des lots. On fait la même chose, mais sauf que l'idée, c'est de leur imposer la dictée. Donc, on devait rassembler 40 personnes. Et on s'est dit, bah, on va annoncer qu'on fait gagner une paire de Jordan. Et au lieu d'avoir 40 participants, quand je suis arrivé, j'ai vu une foule, et on avait 250 participants. Ah oui. Et les gens étaient venus pour la paire de Jordan. D'accord. Et donc, je me suis retrouvé face à une foule assez importante. Et la deuxième difficulté de cette dictée ce jour-là, c'est que j'étais inconscient, car je ne me suis pas dit que la dictée, c'était un trauma. Je me suis dit, la dictée, tout le monde va la faire. C'est quoi le problème? Tu viens, tu prends ton stylo, tu fais ta dictée. Et donc, aucune pédagogie, aucun temps de préparation. Et je sors mon extrait, et c'est un extrait des 3 Mousquetaires, avec du passé simple, hyper difficile. Et là, grand drame, devant t'as tous les petits, dont les mamans, que les mamans ont accompagnés, et c'est des petits qui rentraient en CP, donc qui ne savent pas écrire, mais qui, eux, veulent gagner leur cadeau, puisque c'est un loto. Et devant moi, j'ai une bande d'enfants en sanglots, et donc je joue le pompier. Et j'ai super chaud, c'était vraiment... waouh, j'ai eu très chaud, ça m'a mis mal à l'aise, mais à la fin de la dictée, ça a été un moment de plénitude. Je vois les familles, tout le monde réuni, on avait réussi quelque chose. On a réussi quelque chose avec beaucoup d'erreurs. Et donc 1 mois plus tard, Saint-Denis, pareil, même audience. J'avais pas trop communiqué sur les lots, et je me rends compte que cette deuxième opération montre qu'il y a quelque chose à développer avec la dictée. Et je le sens. Depuis, ce concept a évolué. Exactement. Et c'est devenu la dictée géante. La dictée géante. Et aujourd'hui, la dictée géante, c'est un dispositif assez riche, réfléchi. J'ai utilisé toute mon expérience, à la fois celle du roman, celle de l'enfant qui faisait des dictées à son père, celle de France Culture, puisque j'ai eu l'occasion pendant 2 ans d'être à l'antenne de France Culture avec la dictée. Et j'en ai fait un outil où en amont, tu as un travail de sensibilisation, de préparation, pour ensuite faire une restitution avec une dictée et avec un travail de mobilisation sur les audiences. Donc c'est devenu une offre culturelle à l'échelle de ville, d'entreprise, de grands événements, où je vais proposer de déployer l'événement avec un accompagnement et une restitution. Et c'est aujourd'hui mon activité professionnelle. Oui. Et c'est une activité dans laquelle je m'épanouis, ça a du sens. Je vois des petits et des grands, je vois des gens isolés, je vois des publics qui prennent un stylo et qui vont aussi mettre des mots sur un texte, mais quelque part qui évacue. Donc ça résonne aussi avec mon parcours, avec ce que je faisais avec mon père. D'accord. Et je me sens, tout à l'heure je te parlais d'être apaisé, bah, je suis hyper en phase avec ça justement. La dictée géante a pris de l'ampleur. Oui. Dans tes dictées, tu rassembles du monde, tu rassembles beaucoup de monde. Quelle a été ta plus grosse influence? Ce sont les dictées organisées, la dictée organisée sur les Champs-Élysées. On a eu 3 fois 1700 personnes, donc c'était 55 000 inscrits. Ah oui. C'est incroyable, mais c'était les Champs. Après, je dirais le Stade de France avec 1500 personnes, et récemment au pied de la Tour Eiffel pour le Festival du Livre de Paris. Dans ces dictées, tu ne fais pas que des lieux prestigieux, tu fais aussi des prisons, des quartiers, etc. Quel est le but de cette diversité? Bah, c'est de faire circuler la dictée de toute façon. Et j'ai pas en réalité, les gens peuvent parfois penser que de faire une dictée avec Thomas Pesquet ou cette fameuse dictée sur les Champs-Élysées ou ailleurs va m'amener à couper le cordon avec mes origines. Et mes origines, c'est un milieu modeste, c'est pas donc d'aller en détention. Récemment, je suis parti à Strasbourg chaque année. 2 fois dans l'année, je vais faire une dictée à la maison d'arrêt de Strasbourg. Je suis parti au Beaumet faire une dictée. Et c'est le même plaisir d'être avec 40, 50 ou 60 personnes, peu importe. J'aime ce que je fais et partager ce moment, c'est magique. Et ce que je partage, c'est cette dictée. C'est pas du tout l'audience. Après, effectivement, sur se faire plaisir et de se dire, waouh, j'ai une foule
et on fait la dictée. C'est chaleureux, c'est incroyable, c'est une réalité, mais c'est aussi fort que d'être avec des gens à qui tu vas transmettre et donner du sens et peut-être parfois réconcilier. Et comment c'est accueilli en prison, par exemple? En détention, c'est en détention, tu es en zone ce qu'on appelle scolaire, quel que soit l'âge, ça peut être les quartiers hommes, femmes ou les mineurs. Et finalement, alors les mineurs, eux, ont un rapport un peu, sont plus réfractaires avec l'école, comme c'est obligatoire. Tandis que les adultes s'inscrivent et se remobilisent dans le rapport à l'écrit. Donc de venir faire une dictée, et eux savent qu'à l'extérieur je fais des événements avec de grosses audiences et tout, bah ça leur fait plaisir et c'est aussi valorisant. Et moi la considération que je vais donner aux participants est la même quelle que soit l'audience. Donc ce sont des moments de magie. Et ce qui est surprenant quand tu rentres en détention, à chaque fois que je vais à Strasbourg, que je retrouve les enseignants et les participants, je rentre en détention, je fais la dictée, je ressors avec la pêche. Parce que tu transmets la dictée, les gens te remercient, la gratitude. Toi, tu ressens de la fierté parce que tu te dis, waouh, j'ai apporté quelque chose à des publics qui sont isolés. Alors, pour des raisons, il n'y a pas de qui purgent leur peine. Mais, waouh, c'est incroyable. Et quand tu ressors de la détention, c'est comme si t'étais un soleil. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est un métier maintenant. Oui. Tu en as fait ton métier. Et en 2022, tu as publié un livre. Une dictée peut tout changer. Une dictée peut tout changer. Exactement. Quel est le message que tu souhaites transmettre à travers cet ouvrage? Alors cet ouvrage, tout à l'heure, tu me posais la question des rencontres, etc. Et je voulais partager ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis je fais des dictées, ben je fais des dictées, c'est froid. Et le mot dictée fait peur. Et une dictée, c'est pas quelque chose de séduisant. Donc derrière, d'arriver avec un ouvrage où je partage les rencontres, où je raconte mon histoire et je raconte le point de départ avec mon père, avec qui je faisais des dictées, bah ça a été aussi, pour moi, c'était magique de pouvoir écrire ce livre. Je raconte à chaque fois les étapes de la dictée. D'accord. La dictée quand j'étais petit, que je faisais à mon père, cette dictée à Clichy-sous-Bois que je vais lire, la dictée que je lance avec Abdallah quand il vient me chercher, et puis après, le déploiement de la naissance de la dictée géante, le confinement, enfin voilà, et à chaque fois j'ai mis un verbe, parce que ça représentait une action. Et c'est ce livre, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Et c'est vrai que je banalise beaucoup les choses, mais c'est dans les rencontres que j'ai pu faire, c'est magique. Il y a un moment fort dans les dictées, c'est la dictée lue par Thomas Pesquet. Oui. Ça a été comment ça s'est organisé un alignement de planètes sans mauvais jeu de mots. Tout simplement le musée de l'air et de l'espace qui me contacte pour organiser des dictées sur leur site. Finalement, je leur dis je partirai sur un partenariat avec plaisir, mais j'ai besoin de quelque chose, que ça sorte du lot. Et d'une plaisanterie, si on te ramène Thomas Pesquet, je leur ai dit mais avec plaisir. Et le musée de l'air et de l'espace, en passant par l'agence spatiale européenne, l'agence spatiale européenne, a proposé à Thomas Pesquet, qui tout de suite a dit oui, puisque c'était aussi France Culture qui était partie prenante du projet, et Radio France avait un programme avec lui, pendant qu'il était en mission dans l'espace. Et là, faut voir le résultat, parce que il est dans l'espace, en mission, il lit la dictée, les gens sur le tarmac. Pour moi, je pense que je peux pas vivre ou faire mieux que cette dictée. Clair. Voilà, et quelque part la boucle, elle a été bouclée avec cet événement. Ouais, et c'était t'as atteint le sommet là. Voilà, et c'était un très beau moment. Et je m'en rends compte aujourd'hui en fait, avec le recul. Je pense que on a beau faire des événements, même si demain je faisais 10 000 personnes, ça serait incroyable. Mais pour moi, le souvenir avec Thomas Pesquet, c'est le marqueur le plus fou. Est-ce qu'il y a des fautes courantes qui reviennent le plus souvent? Je pense que les fautes courantes, ça va être le participe passé, l'infinitif, les homophones mais là, je parle de toute génération. Qu'est-ce que tu vas voir comme difficulté? Le passé simple, parfois, fut.
on va avoir tendance au passé simple à vouloir mettre l'accent circonflexe alors qu'on n'a pas d'accent circonflexe. Je l'aurais mis. Oui, mais c'est parce tu confonds avec l'imparfait du subjonctif. D'accord. L'imparfait du subjonctif, tu as par exemple cette condition, bien qu'il remporta, et là tu vas mettre l'accent circonflexe, c'est le T. D'accord. Voilà, la troisième personne du singulier. Bon, ce sont des détails. T'as ces erreurs qui peuvent revenir, mais après t'as des mots quand même difficiles. Et je mets des mots difficiles, mais voilà, mais t'as l'infinitif, les homophones, les terminaisons à l'imparfait. Parfois on peut les deux premières personnes du singulier, tu mets un S, la troisième un T. Des fois t'as des gens qui vont inverser. Ou alors aussi le conditionnel, l'impératif. Il y a aussi des expressions. Autant pour moi. Oui, exactement. De plein pied. Exactement. Autant, effectivement, on en parlait encore hier de cette expression, où on pense que c'est le autant A-U-T-A-N-T, alors qu'on parle du temps, c'est en référence aux soldats ou aux chevaliers, si je ne me trompe pas. Donc, après, voilà, mais c'est intéressant. Et ça, c'est Jean Pruvot, que j'apprécie énormément, qui est un linguiste, qui m'a appris aussi à faire des mots un roman. Et quand tu parles d'un mot et t'expliques l'histoire du mot, ça permet de se souvenir. Et pour l'écrire, c'est beaucoup plus simple. Et toi, est-ce que ça t'arrive de faire des fautes ? Bien sûr, des erreurs. Déjà des erreurs quand tu vas vite, tu fais des erreurs. Oui, puis des mots aussi que je ne connais pas. Mais je n'ai pas la prétention. Tu sais, j'ai ce surnom de Monsieur Dicté. Mais Monsieur Dicté, c'est pas le fait de dire je ne fais pas des erreurs. Je pense que ça va au niveau de l'orthographe. Grâce justement à la dictée, je révise constamment. Après, j'ai toujours des mots. T'as des mots que tu ne connais pas, et c'est humain. Le plus important, c'est de comprendre son erreur et de comprendre aussi l'origine du mot, l'étymologie, et trouver ses mots techniques. Je pense qu'on a fait le tour de la dictée. D'accord. Et grâce à ces dictées, tu es devenu l'ambassadeur de la langue française. Voilà. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit, et je suis ravi. En tout cas, c'est comme ça que le grand public t'a découvert. Oui, complètement. Mais derrière ces dictées, il y a un homme, il y a une histoire. Oui. Voilà. Donc on l'a vu, tu es né au Maroc. Je suis né en France et je suis parti au Maroc. Pardon. Mais non, t'inquiète pas. Je me suis trompé. Tu es né en France et d'un père marocain et d'une mère française. Tu as vécu un petit peu au Maroc, puis tu es revenu. Tu as grandi, par contre, tu as bien grandi entre le Maroc et la France. Oui, chaque été on allait là-bas. Comment toi tu as vécu cette double culture ? C'est un peu c'est bizarre parce que tu sais, quand on était et aujourd'hui je le vois davantage, quand on était au Maroc, bien que mon père soit marocain, on était considérés comme des Français. Ah oui. Ouais, c'est parce que ma mère était française et pour le coup, et mon père il avait c'était quelqu'un aussi qui s'isolait, donc il avait pas cette attache. Quand il a quitté le Maroc, il a un peu quitté aussi vraiment le Maroc, et il y revenait quand il y revenait. Donc il n'avait pas les liens quand il était loin du Maroc. Et nous, c'est vrai que quand on était au Maroc, on nous voyait comme des Français en fait. On était dans notre famille avec nos cousins, nos cousines, mais on a toujours été vus comme étant métis, plus français que marocains. On l'a jamais mal vécu parce que il y avait un petit côté privilégié. On en était conscient de vivre en France. Et puis en France, on était, j'ai jamais, je dis le on parce que je pense aussi à mes frères. On n'a peut-être pas vécu de la même manière, mais j'ai pas eu de mal-être sur l'identité. Je me suis jamais posé de questions parce que j'avais toujours le lien avec le Maroc. Le Maroc c'était mon pays, mais la France c'était aussi mon pays. D'accord. Donc tu t'es pas senti tiraillé entre le Maroc et la France, entre ces deux appartenances ? Non. C'est plutôt aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un appel. Tu vois, le Maroc me fait vibrer. Il y a quelque chose de. Mais j'ai l'impression que quand on mûrit, on revient à nos origines. Et en France, je suis assez épanoui. C'est étrange là où on est dans un pays où on a des clivages, où malheureusement la différence elle est importante, où la bêtise aussi elle devient incroyable. Mais tout ça, je ne le vis pas. Pourquoi ? Parce que j'organise des dictées et mon rapport aux gens
c'est de partager la dictée. Et tu sais, ça me fait penser à quoi? C'est un truc très ridicule, ce que je vais dire peut-être, mais récemment, j'ai pensé à Rachid Arabe, et Rachid Arabe, il présentait le 20h. Et je ne sais pas comment tu l'as perçu, mais Rachid Arabe, finalement, c'était un présentateur aux 20h, ce qui est complètement hallucinant. Et ben moi, je me dis, je suis aussi un Rachid, mais je suis un Rachid qui fait des dictées. Et je suis Rachid, c'est mon identité, mais les gens s'en tapent que je sois Rachid, en fait. Les gens, ils veulent Monsieur Dicté, et quelles que soient les origines. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que tu as des gens qui ont les mêmes origines que moi, qui sont extrêmement fiers, et tu as des gens qui sont français, qui ont connu le Maroc dans leur jeunesse, qui sont fiers aussi. Et tu en as d'autres qui n'ont pas connu le Maroc, mais qui aiment la langue française. Donc, dans ce rôle-là, c'est assez déstabilisant. Mais j'ai pas de... Mon identité, elle est universelle. Et pourtant, je suis marocain, je suis de Marrakech, j'aime ma ville, j'aime ce que j'y ai vécu, c'est mon identité. Mais en même temps, la France, c'est aussi mon pays. Donc, je me sens pas déchiré. Je me sens bien dans ces deux espaces, en ayant forcément un truc... tu vois, j'ai envie de rendre hommage à mon père qui est décédé il y a plus de 3 ans, bientôt, pas à son âme. Mais j'ai envie de lui rendre hommage, j'ai envie de partager ces choses-là, parce que j'ai passé aussi la plus grande partie de mon temps en France. Et que les moments que j'ai pas eu, que je n'ai pas eu au Maroc, parce qu'il y a un moment aussi, quand je travaillais beaucoup, notamment dans la presse, j'allais au Maroc, j'ai eu une coupure, ben, j'ai envie de trouver cet équilibre. Et tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Et justement, est-ce que tu partages cette double culture, cette double appartenance avec eux aussi ont cette culture. Mais parce qu'eux sont nés en France. Ils sont nés en France. Mais ils n'ont pas vécu au Maroc. Ils n'ont pas vécu au Maroc. Ils sont plus détachés du Maroc. Et ils ont vraiment, quand je te dis sont français, c'est vraiment... le Maroc, c'est vu avec une certaine distance. Nous, on y allait chaque été. Donc, c'est différent. Et ouais, ce sont... tu vois, quand je suis en train de réfléchir quand je te dis ça, mes enfants sont français avec leurs origines marocaines, mais on a de notre génération. Alors eux aussi, si tu regardes bien, chaque génération va dire j'ai eu mes moments de galère. Quand je dis moments de galère, moi je me rappelle quand on allait en voiture au Maroc, qu'on faisait le trajet, qu'on mangeait avec la glacière, avec les œufs, enfin des trucs où on allait en car au Maroc, c'était de sacrées péripéties. Et mes enfants n'ont pas forcément vécu ce truc. Eux ont c'est notre génération et c'est une autre lecture. Et ma dernière, elle a 5 ans. Elle est métisse, parce que j'ai eu un premier mariage, j'ai divorcé, je me suis remarié. Elle est métisse marocaine guyanaise. Et c'est un mélange incroyable. Et elle va au Maroc. Encore ce matin, on parlait de Marrakech. Tu vois, donc, il y a quelque chose chez moi, mais c'est aussi je pense, mon identité. Mon identité, elle est comment t'expliquer ? Elle est pas ancrée quelque part. Elle est ancrée en moi. Donc voilà, et avec une ouverture d'esprit qui m'a toujours amené à ne jamais finalement le côté là où il existe de vraies problématiques, des discriminations et tout ça, c'est réel. On peut pas l'ignorer. Et des souffrances pour le coup, et des drames aussi, tout ça c'est imperméable. Oui, tu te sens bien dans toutes tes appartenances, il n'y a pas une appartenance où tu te sens mal. Non, t'es vraiment bien. Je vais donner un exemple. Oui. Quand je vais en détention, le fait de partager avec des gens, de ne pas avoir de jugement vis-à-vis d'eux, même en détention, je me sens pas... c'est un espace où tu es isolé, tu fais ta peine, en tant que public en détention, mais il n'y a pas d'a priori ou de... Tu vois, et je pense que c'est cette vision, où que tu sois, en fait, t'adapter. Après, ça vient aussi, finalement, quand je regarde du milieu social de mes parents. On vient d'un milieu modeste, et je pense que de venir d'un milieu modeste, après, tu peux circuler partout. Tu peux, demain, avoir les moyens, à d'autres moments, ne plus rien avoir, et je pense que ça te permet d'avoir les pieds sur terre. Alors, quelles sont tes influences dans ton écriture? Est-ce que c'est plutôt tes influences marocaines, françaises, ou tes influences de quartier de banlieue? C'est marrant ce que tu dis, j'ai toutes ces influences. La périphérie, quand j'étais scolarisé, en 4e techno, je suis arrivé à Saint-Denis. Saint-Denis, ça a été une claque. Et souvent, je dis Saint-Denis, c'est la ville jumelle de Marrakech. Pourquoi ? Parce que
À Marrakech, tu as les tombeaux saadiens, où justement est enterrée la dynastie. Et, j'allais dire à Marrakech, et à Saint-Denis, tu as les rois de France, une nécropole. Et ces deux villes, que moi j'estime jumelles, elles m'ont amené la culture. Et elles m'ont amené aussi leur bâtiment, leur histoire. Donc, mes inspirations dans mes romans, tu verras toujours qu'il y a du Maroc, mais même physiquement, à travers aussi la culture ou la nourriture, comme tu auras de la périphérie, comme tu auras. Donc c'est un environnement où je me nourris de tout ça. Il y a beaucoup de périphéries quand même dans tes livres. Toujours, oui. Dans la petite cité dans la prairie, prairie, dans les anges s'habillent en Kaira, des chiffres et des litres, Flic ou Kaira, Oui. les princes du bitume, la légende du 9-3, Oui. laisse pas traîner ton fils. Oui. C'est beaucoup de banlieues là. Mais je pense, ouais, et je te dirais que j'ai grandi avec ça. Si il y a bien une culture que j'ai toujours revendiquée, et je l'ai revendiquée, mais tellement fort, la culture de banlieue. Et la culture de banlieue, ça a été quoi ? Ça a été de ces codes avec les potes, les sorties quand t'allais en boîte. Bah, t'allais pas dans les boîtes sur Paris, t'allais dans les boîtes à Évry, au Funride, t'allais en galère, comme d'autres générations plus grandes que nous, les aînés ont connu. Et cette culture, j'ai grandi avec ça. Et cette culture, de l'amener dans la littérature, mais ça a été un vrai kiff. Et c'était aussi un hommage. Donc la culture, j'ai pas cherché à être un Victor Hugo ou je ne sais quel auteur. J'ai été moi. Et moi, c'est quoi ? C'est cette périphérie. C'est ces drames aussi. C'est le choix de faire non pas des romans avec un idéalisme ou... Et pas d'angélisme, pas tout ça, mais un truc, de la fiction, de l'assumer, de la violence, en expliquant que ça reste de la fiction et que ce n'est pas la réalité. Mais en même temps, de faire du réalisme. Quel est le roman qui représente le mieux ton parcours ? C'est compliqué. Hein. La petite cité dans la prairie, peut-être ? Ouais, la petite cité dans la prairie, mais la petite cité dans la prairie, il est décousu. Tu sais, c'est le premier, je l'ai écrit, je devais même pas le publier, il aurait pas dû être publié entre guillemets, et pourtant il était publié. Des gens te diront je l'aime bien, etc. Moi, je trouve qu'il est pas du tout structuré. Donc, ouais, j'ai pas vraiment de roman qui me représente. Toi, tu as beaucoup écrit on l'a vu, sur les banlieues, la périphérie, et tu as écrit plusieurs romans à ce sujet-là. Est-ce que tu as vu une évolution ? Oui. Déjà, mon dernier livre, Anissa, il est en banlieue, mais il est différent. Tu l'as publié en 2023, Anissa. Je l'ai publié, alors désolé, je dirais qu'il est sorti en 2022 23. J'ai un doute. 23, il me semble que c'est 23. Ouais. Si je me trompe pas. Attends. Ah, mais t'as raison. Mince. 2023. Il est sorti, t'as raison, parce qu'il est sorti en poche 1 an après. Donc tu as raison. C'est autant pour moi. Non. Autant pour moi, effectivement. Il est sorti en 2023. Mes romans, peut-être qu'au départ, ils sont hyper ancrés, ils sont hyper durs, mais c'est toujours la même chose. C'est aussi moins dur, mais c'est toujours sombre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais moins avoir des personnages jeunes, en fait. Tu vois, les personnages, ils évoluent assez avec moi, même si je fais de la fiction, du roman policier, mais ça reste... tu vois aussi que les choses, elles évoluent. Comme dans Laisse pas traîner ton fils, je porte un regard qui est mon regard d'adulte sur un monde de jeunes qui s'entretuent, des rixes. Donc c'est complètement différent. Alors, Rachid, on te connaît avec La dictée des cités, Les dictées géantes, les romans. C'est quoi la suite ? Bonne question. La suite, non, je pense que la suite, c'est de continuer avec la dictée, parce que je trouve que la dictée, c'est un média à part entière. Tu vois, tu parlais de l'évolution de la dictée des cités, dictée géante. Je trouve que c'est un média à part entière et qu'il y a énormément de choses à faire. Après, je vais là où je m'épanouis et j'avance. Et je pense que je suis aussi un aventurier, même si j'ai une certaine stabilité. Et je verrai ce que donnera la suite. Dans tes romans, tu as écrit beaucoup sur la périphérie. Est-ce que tu aimerais écrire quelque chose de complètement différent ? Alors, je suis sur quelque chose de différent, plus ou moins, puisque je raconte l'histoire familiale
de des Santaki, mais c'est une fiction, à travers la calèche. Et je raconte l'histoire des calèches de Marrakech. C'est différent, mais ça reste mes origines. Donc ça reste connecté un peu. C'est romancé. C'est romancé, exactement. C'est romancé, mais ça prend pas mal de matière réelle. Mais ça fait partie aussi de mon univers. Donc c'est pas quelque chose d'éloigné. Qu'est-ce que tu dirais à Rachid Santaki de 15 ans si tu pouvais le rencontrer aujourd'hui? Ah, purée. J'aurais pas de message en fait. Tu sais, comme tout ce que j'ai vécu, je l'ai bien vécu. Je sais pas de. C'est vrai, effectivement, tu disais tout à l'heure, on rattrape pas le temps. Ouais. Mais si tu avais cette possibilité de lui parler, de lui Ouais. donner un conseil. T'inquiète pas parce que la suite elle est ouf. C'est bien, c'est très bien. Je dirais. Il serait heureux. Franchement, prépare-toi, tu sais pas ce qui va se passer. Non, mais tu vois, même si j'avais cette opportunité d'arriver et de dire réellement, tu te mets en situation, tu dis, tu vas aller voir, tu vas aller te rencontrer à une autre période de ta vie. Je trouve, j'ai rien à changer en fait. Tu sais, c'est peut-être parce que je trouve que j'ai vécu chaque temps, chaque souvenir, tout ce que j'ai pu vivre, c'était assez juste. Rachid, on arrive à la fin de cet échange. C'est passé vite. Oui, c'est passé vite et on a un peu écourté parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Merci pour ton regard, pour ton inspiration, Merci. pour cet échange. Si tu avais un dernier message à transmettre aux auditeurs. N'hésitez pas à venir faire une dictée et tester votre orthographe à l'occasion si la dictée passe près de chez vous. Rachid, merci beaucoup. Merci Jamel, merci infiniment.